5 septembre 1905, États-Unis. Les délégués russes et japonais signent le traité de Portsmouth, qui met fin à la guerre russo-japonaise, débutée 1 an et demi plus tôt. Au cœur du conflit, les visées stratégiques de ces deux nations impérialistes sur la Mandchourie et la Corée. La Russie souhaitait annexer ces territoires pour obtenir un accès à l'océan Pacifique. Le Japon repoussait les ambitions occidentales et s'imposait comme l'acteur majeur de la région. C'est une grande victoire pour l'Empire du Soleil Levant, qui entre dans le cercle très fermé des grandes puissances mondiales. Cette victoire ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'une politique de modernisation du pays, dont l'objectif est d'atteindre le niveau industriel et militaire des puissances occidentales. Cette modernisation s'est accomplie dans la deuxième partie du XIXe siècle, après une crise majeure qui a abouti à la fin du shogunat Tokugawa. Ce basculement d'une société féodale à un empire industrialisé est nommé Restauration de Meiji. Revenons donc sur cette phase de transition et demandons-nous pourquoi elle fut aussi radicale. Nous sommes au début du XVIIe siècle. La période d'unification du Japon est terminée. Tokugawa Ieyasu en sort grand vainqueur après l'élimination ou la soumission des clans rivaux. Il instaure le shogunat Tokugawa, qui va diriger le Japon plus de 2 siècles. La capitale est déplacée à Edo, l'actuel Tokyo, ce qui donne son nom à cette période de l'histoire japonaise, l'époque Edo. L'empereur, le Tenno, reste le dirigeant légitime, mais son rôle est symbolique. Il est le gardien des traditions et réside à Kyoto. La société japonaise est divisée en 4 classes fonctionnelles. En bas de la hiérarchie, ceux qui vivent sans créer, les marchands. Ensuite viennent ceux qui transforment, les artisans. Au-dessus, ceux qui créent, sous-entendu de quoi vivre et se nourrir, les paysans. Au sommet de la pyramide se trouve la classe des guerriers, qui ont droit de vie et de mort sur les autres classes. Le Bakufu, le gouvernement du shogunat, impose à cette société de type féodal de grandes réformes afin d'instaurer une paix durable. Tout d'abord au niveau des guerriers, nommés bushi, dont les grands seigneurs sont appelés daimyo. L'objectif est de maîtriser l'agressivité inhérente à cette classe militaire afin d'éviter de nouveaux déchirements. Tokugawa Ieyasu redistribue une partie des territoires conquis à des fidèles, procède à une série de confiscations et de redistributions, et impose la présence des daimyos à Edo, en général 1 année sur 2. C'est le principe de la résidence alternée. Leurs familles doivent y résider en permanence. Cette concentration de population, plutôt aisée, attire les marchands et artisans. Edo devient la ville la plus peuplée du monde au XVIIIe siècle, avec plus d'1 million d'habitants. Les grands daimyos disposent encore d'un pouvoir politique dans leur fief, mais ce déracinement imposé les éloigne de son exercice. Ils sont tout de même associés au Bakufu, parfois à des postes de commandement, parfois dans un rôle purement cérémoniel. Le pouvoir se centralise donc, et de nombreux agents sont nécessaires à l'administration du Japon. Ils sont recrutés dans les rangs inférieurs des daimyo, deviennent titulaires à titre héréditaire d'un fief rente et touchent un salaire. À la fin du XVIIe siècle, ils sont 17 000 recrutés parmi les 22 000 vassaux des Tokugawa. Les guerriers se transforment peu à peu en gestionnaires, ce qui reconfigure les liens vassaliques dans un appareil plus bureaucratique. Ce système favorise la paix, objectif principal du shogunat et de tous les daimyo. Les samouraïs, au service des daimyo, et les hatamoto, au service du shogun, se transforment en fonctionnaires ou en lettrés. On parle d'ailleurs, pour définir cette période, d'une société de guerriers sans guerre. C'est dans ce contexte que naît le Bushido, le code moral des guerriers japonais. La paix d'Edo est marquée par une grande effervescence intellectuelle, soutenue par la création de nombreuses écoles dans tout le pays, et donc de l'augmentation du taux d'alphabétisation et la naissance d'une culture populaire. Le théâtre connaît un formidable essor. En peinture, le mouvement ukiyo-e, signifiant image du monde flottant, met en scène le quotidien et les centres d'intérêt d'un pays en paix.
Certaines œuvres sont aujourd'hui mondialement connues et ont eu une grande influence sur les peintres occidentaux. La littérature se recentre sur les études des textes japonais anciens et encense un esprit de la nation pure qui doit se débarrasser de l'influence étrangère. Mais paradoxalement, des centres d'études hollandaises se développent à la fin du XVIIe siècle, qui permettent aux intellectuels japonais d'étudier les évolutions techniques et scientifiques occidentales. Alors pourquoi juste les Hollandais ? Car ce sont les seuls occidentaux autorisés à commercer avec le Japon, la période étant caractérisée par un isolationnisme presque total. Cette présence hollandaise est liée à un double facteur, dans l'objectif d'assurer la stabilité du pays, par peur d'un désordre venant de l'extérieur. La lutte contre le christianisme et la fermeture aux étrangers. L'arrivée de missionnaires occidentaux est combattue. La vague chrétienne qui se répand oblige des mesures fortes. Expulsion des missionnaires et abjuration ou exécution des convertis. Les navires portugais et hollandais sont cantonnés dans le port de Nagasaki. Il est interdit aux Japonais de se rendre à l'étranger, sous peine de mort. Surtout, en 1637, une révolte de convertis au christianisme fait craindre une subversion générale. Les Hollandais viennent en aide au shogunat pour mater la révolte. Un partenariat commercial se forme alors. Un îlot artificiel, Dejima, est construit dans le port de Nagasaki pour assurer les échanges. La diplomatie Tokugawa évolue. Le port de Nagasaki n'est ouvert qu'aux Hollandais, par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes orientales, et aux Chinois. Portugais et Espagnols sont expulsés. La fermeture des frontières n'empêche pas quelques échanges avec les voisins asiatiques, mais ils sont très contrôlés et le monopole en revient au shogunat, par le biais des domaines périphériques. Satsuma importe de la soie et du sucre du royaume de Ryukyu, tributaire de la Chine. L'île de Tsushima entretient des relations avec la Corée. Au nord, le clan des Matsumae s'installe sur l'île d'Ezo, connue aujourd'hui sous le nom d'Hokkaido, et commence à explorer les îles Kuril. Concrètement, le shogunat préfère le repli à la guerre. Cette fermeture, et donc le quasi-arrêt des importations, oblige à une transformation de la production agricole. Défrichement, assèchement, endiguement ou construction de canalisations augmentent les surfaces cultivables de 50%. La culture du coton et de verre à soie se combine à l'essor d'ateliers et de métiers à tisser. Les échanges sont favorisés par une croissance urbaine inédite, à Edo évidemment, mais aussi à Osaka et Kyoto. Ce marché national dynamique modifie le rôle des marchands, qui commencent à jouer le rôle de banque. Au niveau monétaire, le système est complexe. À l'ouest, on utilise l'argent, à l'est, l'or. Des marchés de change facilitent les transactions. Le shogunat détient le monopole sur les mines de métaux, et donc sur la monnaie en circulation. À la fin du XVIIIe siècle, les ressources minières s'épuisent. La monnaie manque comparativement aux biens en circulation. La production agricole devient insuffisante suite à l'explosion démographique de l'époque. La population a triplé en 2 siècles, passant de 12 millions à plus de 30 millions d'habitants. Les famines deviennent récurrentes. La fiscalité, très lourde pour les paysans, provoque un exode vers les grandes villes, et certaines terres sont abandonnées. Des révoltes sont réprimées. L'économie stagne au début du XIXe siècle. Une crise latente s'installe. Le Bakufu lance alors des réformes. Chaque shogun s'oriente dans une voie qui peut être en contradiction avec celle de son prédécesseur. Les politiques de laisser-faire alternent avec celles d'austérité. On tente d'élargir le Bakufu, de frapper une nouvelle monnaie, de réajuster le prix des produits de première nécessité. Rien ne fonctionne. Le régime s'essouffle. Les domaines périphériques en profitent. Satsuma, Shoshu, Tosa et Saga usent de leurs liens avec les Hollandais pour pratiquer une politique mercantile. Ils revendent à prix élevé sur le marché national des produits achetés à bas prix. Ils détiennent des monopoles de fait sur certains produits. Satsuma sur la canne à sucre. Shoshu sur le papier d'écorce d'arbre. Ils en profitent pour moderniser leurs équipements. Un clivage se creuse entre ces provinces enrichies
et un shogunat affaibli. L'arrivée des Occidentaux, en pleine expansion coloniale, va ébranler ce système fragilisé. Le Japon s'inquiète de la présence récurrente de navires étrangers autour de ses côtes. Jusque-là laissé à l'écart par les grandes puissances au détriment de la Chine, le Japon voit la menace se préciser après la première guerre de l'opium, où le Royaume-Uni a imposé par la force un traité d'ouverture du commerce aux Chinois. En 1853, une escadre américaine approche d'Uraga. À son bord, le commodore Matthew Perry, qui a pour mission de forcer les Japonais à ouvrir leurs ports aux Américains. Les navires noirs, comme les surnomment les habitants, menacent de revenir et de bombarder Edo en cas de refus. Paniqué, le shogunat lance une réforme de l'armée et l'installation de hauts fourneaux pour se moderniser. En 1854, Perry revient, avec une flotte plus puissante. Par crainte, le Japon signe la convention de Kanagawa et accepte d'ouvrir 3 ports aux navires américains. Un émissaire est envoyé au Japon et continue à négocier avec le shogunat, ce qui aboutit, en 1858, au traité Harris. 4 nouveaux ports sont ouverts. Un échange de diplomates est convenu. Les citoyens américains sont jugés selon les lois des États-Unis. Et surtout, les droits de douane sont faibles, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation, et sont fixés unilatéralement par les Américains. Les autres puissances en profitent. La Russie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France obtiennent des droits similaires. Le shogunat Tokugawa est vivement critiqué, car il ne peut plus assurer ses missions principales, paix et équilibre des forces. Cette période, qui s'étend de l'ouverture aux étrangers à la restauration de Meiji, porte même un nom, le Bakumatsu, la fin du shogunat Tokugawa. Les bouleversements économiques et sociaux de cette ouverture au commerce cristallisent les tensions. Le chômage explose, le prix des denrées augmente, la monnaie s'effondre, et pour couronner le tout, les étrangers apportent le choléra. Un courant se forme autour de l'empereur, hostile aux étrangers, qui se réunit sous le slogan « Révérer l'empereur, expulser les barbares ». Ensemble disparate d'activistes, ils sont hostiles au Bakufu et sont appelés les Isshin-Shishi. Alors que le shogun Tokugawa Ieyasu est jugé trop faible pour régner, la question de sa succession se pose. Le régent du shogunat, le grand ancien Lie Naosuke, s'oppose aux Isshin-Shishi, qui souhaitent élargir le pouvoir central du shogunat et l'associer plus fortement à la cour impériale. Beaucoup de daimyo hostiles soutiennent la nomination de Tokugawa Yoshinobu à la tête du shogunat. Lie Naosuke refuse et installe un autre shogun, Iemoshi. Naosuke révoque de nombreux daimyo, écarte Yoshinobu et lance une grande vague de répression sur ses seigneurs réformateurs. Une centaine sont exécutés. Cette répression, dite purge d'Ansai, radicalise de nombreux guerriers. En représailles, Lie Naosuke est assassiné devant le château d'Edo en 1860 par des samouraïs du domaine de Mito. Une atmosphère de guerre civile flotte sur le pays. Après cet assassinat, Iemoshi se montre conciliant et plus ouvert aux réformes du shogunat. Il intègre Yoshinobu au Bakufu en tant que gardien du shogun. Mais les domaines de Mito et ceux du sud-ouest lui restent hostiles et ne pardonnent pas l'ouverture des frontières. Le 5 juin 1863, l'empereur rompt avec la tradition et s'immisce dans les décisions politiques. Il ordonne l'expulsion des étrangers par un édit impérial. Plusieurs assassinats sont perpétrés contre des Britanniques à Namamugi ou contre l'ambassade américaine à Edo, qui est incendiée. À Shoshu, le daimyo fait tirer sur tous les navires étrangers. Les Américains réagissent, suivis des Français. Les Britanniques bombardent Kagoshima en août, en réponse aux assassinats de l'année précédente. Enfin, une coalition bombarde Shimonoseki un an plus tard et demande une indemnisation au Japon, qui n'a d'autre choix que d'accepter. En août 1864, les guerriers de Shoshu tentent un coup d'État pour restaurer l'empereur et en finir avec le Bakufu.